Comment considérer ces problèmes-là Alors, si on est dans une logique universaliste? C'est personne, je veux dire, c'est une députée inconnue. parce que, à l'inverse, on s'inscrit dans la tradition de la gauche française en disant c'est des menaces de viol et de meurtre qu'on subit. Est-ce que l'immigration fait pas partie finalement de cette identité française? que vous soyez né ici ou non, le patrimoine national vous est offert en héritage. Je vais te violer avec ma bite de femme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Œil pour Œil, un format d'interview et de débat au sein duquel j'accueille des personnalités publiques aux idées engagées. Je suis aujourd'hui en compagnie de Rokhaya Diallo. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Si vous êtes à la fois journaliste, écrivaine, réalisatrice, mais aussi militante pour les causes de l'antiracisme et du féminisme intersectionnel. Vos idées font souvent l'objet de controverses ou de polémiques. Nous aurons l'occasion d'y revenir par la suite. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous parler de la nature de vos combats ? Eh bien, je suis donc journaliste, réalisatrice, donc mon travail c'est vraiment d'effectuer un travail journalistique, essentiellement comme éditorialiste, c'est-à-dire que je commente et j'analyse l'actualité française et aussi internationale. Et comme réalisatrice, je réalise des documentaires et par ailleurs j'écris sur divers supports. Et ce qui caractérise vraiment mon travail, c'est un engagement en faveur de l'égalité de genre, de l'égalité raciale, de l'égalité en fait... Je pense qu'on peut même élargir ça de manière plus générale aux droits humains. Et donc, c'est ce qui colore un petit peu toutes les productions dont je peux être à l'origine dans différents domaines. J'ai pu voir que vous vous proclamez afroféministe, c'est-à-dire que vous portez un intérêt particulier à la question de la misogynie particulière dont seraient victimes les femmes noires. Ce phénomène se répand de plus en plus sous le nom de misogynie noire. Ça a d'ailleurs été l'objet d'une vidéo de It's Crazy Sally très récemment. Qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui estiment que le combat féministe devrait être un combat unilatéral au sein duquel aucune distinction devrait être faite au sein des femmes en fonction de leur classe sociale ou encore de leur identité raciale? Alors moi, je ne me proclame pas afroféministe. J'étais féministe avant que le terme n'existe. Il se trouve que maintenant, on m'attribue cette étiquette parce que je suis une femme noire et que je m'intéresse au racisme. C'est pas un terme que je rejette, mais c'est pas le mien. Je pense que je suis féministe intersectionnelle, c'est-à-dire que je suis féministe et je considère que les autres formes d'oppression ont autant d'importance en termes de déconstruction que le sexisme, et que donc parmi les femmes, il y a des structures de domination, il y a des logiques de domination entre femmes qu'on ne peut pas invisibiliser. Donc il y a certaines femmes qui sont d'origine asiatique, qui sont musulmanes, qui sont handicapées, qui sont pauvres, qui sont LGBTQIA. Et donc ces femmes-là doivent être considérées en fonction non seulement du genre, donc de l'oppression sexiste, mais aussi de tout ce que la société produit en termes d'inégalité de nature économique, raciale, religieuse ou encore homophobe. Et c'est ça l'intersectionnalité, c'est de considérer que le seul genre ne suffit pas à déconstruire les inégalités parmi les femmes. Et je pense que cette idée selon laquelle il y aurait un féminisme universaliste qui inclurait toutes les femmes est une idée qui est un leurre. Je ne pense pas qu'on puisse produire de l'universalisme à partir d'un arrondissement parisien en étant un petit groupe de femmes blanches bourgeoises. Sachant que la population française fait moins de 1% de la population mondiale, je pense qu'il faut un petit peu d'humilité. Oui, effectivement. J'ai pu voir que vous étiez critiquée par les féministes qui se disent universalistes. Elles estiment que ce combat intersectionnel, comme vous l'appelez, diviserait les femmes, créerait des combats identitaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, déjà, je pense qu'elle devrait prendre un petit cours d'histoire parce qu'il y a toujours eu l'intersectionnalité dans le féminisme. Le féminisme minoritaire a toujours existé. À l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de voter, dans plusieurs endroits, elles avaient le droit de posséder des esclaves. Et donc ça, c'était un droit qui faisait que leur lutte féministe, en fait, ne les empêchait pas d'avoir des droits raciaux sur d'autres êtres humains, y compris d'autres femmes. Et d'ailleurs, les féministes américaines ont utilisé le racisme pour faire avancer leurs droits. Certaines ont avancé que le fait que les hommes noirs aient le droit de voter et qu'elles n'aient pas ce droit était une injustice. Donc elles ont pu mobiliser le racisme dans leurs intérêts de féminisme, effectivement de féministes blanches, puisqu'il n'était pas question d'accorder le droit de vote aux femmes non blanches. Donc c'est vraiment pour moi un défaut de culture que de penser que les divisions sont nouvelles, parce que ce ne sont pas des divisions, ce sont simplement des constats par rapport à des situations sociales différentes. Et puis les féministes minoritaires, il y en a toujours eu. Il y a eu des féministes en Martinique dans les années 40 qui incitaient à s'inscrire sur les listes électorales après que les femmes aient eu le droit de vote en 1944. Des féministes anticoloniales à La Réunion dans les années 70, au sein du mouvement de libération des femmes, donc du MLF, il y avait une coordination des femmes noires
noires, notamment menées par Awa Thiam, qui a écrit La parole aux négresses en 1979. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé en 2020. Je pense qu'il y a juste un effacement, une invisibilisation des femmes minoritaires, mais elles ont toujours existé de la même manière que les femmes lesbiennes, les femmes transgenres se sont toujours mobilisées pour leurs droits en tant que femmes minoritaires, mais leurs noms ne sont pas restés à la postérité. Donc il y a évidemment des femmes dont les noms sont très connus, dans lesquels je me reconnais, mais je pense qu'on ne peut pas se proclamer universaliste sans avoir conscience de ces enjeux. Et puis il y a des enjeux de classe. Aujourd'hui, quand on est une femme bourgeoise et qu'on se bat pour avoir moins de charges domestiques, généralement, ça ne se fait pas dans une répartition qui implique davantage les hommes. Je parle de foyers hétérosexuels. Ce qui se passe souvent, c'est que les femmes bourgeoises confient leurs travaux domestiques, leur garde d'enfants à d'autres femmes qui sont plus pauvres, plus précaires, qui n'ont pas de papier, qui sont étrangères. Donc oui, dans le féminisme, tout le monde n'est pas à égalité. Et cette intersectionnalité, est-ce qu'elle ne complexifie pas un combat qui l'est déjà aux yeux de nombreux Français, c'est-à-dire qu'ils sont perdus, qu'ils ne comprennent pas toutes ces branches et que finalement le but collectif du féminisme, c'est tout simplement de combattre le patriarcat et qu'une femme noire, à la fin de la journée en France, sera confrontée aux mêmes difficultés qu'une femme blanche, par exemple dans la prise de parole publique. C'est d'ailleurs l'objet de votre livre qui s'intitule « M'explique pas la vie mec ». Est-ce que ça n'est pas finalement un combat autour duquel on devrait se réunir? Et c'est peut-être une vision utopique des choses, mais ça complexifierait moins un combat et ça le rendrait peut-être plus attrayant pour une grande partie la population française. Déjà, le féminisme, c'est pas du marketing. Le but, c'est pas de faire plaisir aux gens et de simplifier des vies qui sont complexes. Je pense que si vous demandez à une femme minoritaire handicapée de simplifier sa situation en choisissant d'être soit handicapée, soit femme, vous effacez une partie de sa condition. Non, je voulais dire simplifier aux yeux de la population, Quelle c'est-à-dire population des personnes françaises qui ne comprennent pas forcément le combat féministe. Et c'est vrai que c'est un combat qui devrait Est-ce que l'important, ce sont les gens qui ne comprennent pas le féminisme ou les personnes qui subissent le sexisme? Je pense que si vous demandez à une femme musulmane qui porte un foulard de comprendre l'intersectionnalité, elle le comprend parce que c'est son vécu. Donc est-ce que son vécu est moins important que la compréhension des majoritaires? Est-ce que ce ne sont pas les majoritaires qui devraient faire l'exemple de comprendre la condition d'une personne qui vit déjà une oppression au quotidien? Moi, ma priorité, c'est pas de séduire en fait une majorité qui ne veut pas faire l'effort de comprendre, alors qu'il y a un savoir qui est disponible aujourd'hui. Je veux dire, on n'est plus en 1909 ou en 1920, à l'époque des pseudo-suffragettes, où il fallait chercher de l'information pour se renseigner. Aujourd'hui, si on s'intéresse aux féministes, je pense que si on a une démarche sincère et de bonne foi, on peut s'asseoir, prendre un peu de temps, d'écouter la parole des concernés et d'essayer de comprendre. Ça ne me semble pas insurmontable. Donc je pense que cette complexité-là, elle est le vécu de plusieurs personnes. Et puis après, quand vous dites que le vécu d'une femme noire et celui d'une femme blanche est équivalent, moi ce que je constate par exemple, c'est que quand je vois des femmes de chambre d'hôtel qui font grève, je pense à l'hôtel Hayat qui est place Vendôme à Paris, ou encore l'hôtel Ibis qui est au Batignolles dans le 7e arrondissement de Paris, ce que je constate, c'est que ce sont toutes des femmes noires, toutes des femmes migrantes, toutes des femmes africaines. Donc il y a clairement quelque chose de structurel qui fait qu'il y a, dans certains domaines d'activité, une majorité écrasante de femmes issues d'un continent, en tout cas issues d'une condition administrative donc qui est migratoire, qui sont des domaines où il y a des abus en termes de droits sociaux. Donc il y a cette division-là, elle n'est pas le fait de ces femmes-là, c'est un constat. Moi, quand je regarde les photos et que je regarde les mobilisations, les vidéos, quand on va visiter les piquets de grève, on se rend bien compte que ce ne sont pas des femmes blanches de centre-ville qui se plaignent de conditions de travail qui sont brutales. Ce sont ces femmes-là. Et ça, si on refuse de le voir et d'écouter leurs paroles et qu'on se dit « oh là là, c'est trop compliqué, je veux juste voir des femmes », je trouve que c'est brutal en fait vis-à-vis de ces personnes. Oui, mais la compréhension dont je parlais, c'est certes une compréhension de la grande majorité, mais elle permettrait de lutter contre ces phénomènes que vous décrivez. Plus on est nombreux, plus on se bat pour une même cause et plus c'est bénéfique, non? Vous estimez que le but, ça n'est pas finalement de plaire à cette majorité et donc, même si elle ne comprend pas, lutter ensemble entre des groupuscules presque, j'ai envie de dire, parce que c'est des termes que j'ai pu voir au propos des combats afroféministes ou des combats intersectionnels. Je pense que déjà, c'est pas vrai. Je pense que sur la dernière décennie, on voit bien que les combats féministes ont énormément... ont pris beaucoup d'espace en termes de personnes qui portent ces enjeux. On voit qu'il y a quand même beaucoup de figures populaires, artistiques qui portent ce combat-là. Et puis quand on voit les manifestations, nous toutes, ces quelques dernières années, donc la prochaine n'aura pas lieu autour du 25 novembre, mais l'année dernière, l'année d'avant, c'était quand même assez massif dans les rues. Donc moi, j'appelle pas ça un groupuscule. Quand je vois tout le travail qui a été fait autour des féminicides, jusqu'à la reconnaissance de ce terme dans le monde des médias, pour moi, c'est un combat...
social qui est très important. Et moi, le groupuscule, je le vois plutôt dans les petits groupes de personnes qui se disent universalistes et qui refusent de voir que, oui, il y a une majorité de femmes qui ne sont pas blanches, bourgeoises, intellectuelles, et qui sont soit handicapées, soit queer, soit en situation économique fragile, et qui constituent une partie importante. Et vraiment, moi, je fais confiance aux gens, et je pense que les gens de bonne foi n'ont pas la flemme de se renseigner sur des choses qui ne la concernent pas directement. La condition, la condition ouvrière n'a pas toujours concerné la majorité, mais il y a toujours eu des bourgeois pour s'intéresser à la condition ouvrière. À l'époque de la colonisation, il y avait des Français blancs qui se sont mobilisés du côté décolonisé. Je pense à Jean-Paul Sartre, par exemple. Moi, je fais confiance en l'empathie humaine pour que les gens prennent le temps de se renseigner sur des conditions qui ne sont pas la leur. Donc vous parlez de toutes ces minorités qui seraient oppressées. On peut voir à votre sujet que beaucoup de personnes estiment que vous adoptez une méthode victimaire, parce que vous ne l'avez jamais caché à vos yeux. Votre statut de femme noire vous rend sujette à de nombreuses oppressions au sein de la société française. Mais selon beaucoup, vous utiliseriez ce statut-là pour mieux faire passer un message. Ma question est donc simple, est-ce que vous estimez être une victime de la société française ou non ? Ma question est très simple. Est-ce que je suis plus insultée que la moyenne des personnes qui font le même métier que moi sur Internet ? Est-ce que tout le monde, et au même titre que moi, reçoit des menaces de mort ? Il y a quand même des études, moi j'ai rien inventé, il y a une étude d'Amnesty International qui dit que sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont les plus victimes d'insultes et d'injures, ce sont les femmes. Et parmi les femmes noires reçoivent 84% d'injures en plus que les femmes blanches. Donc j'ai pas besoin d'inventer des données qui ont été étudiées par d'autres. Donc moi ça m'intéresse pas en fait d'être une victime, ça me fait pas... recevoir des menaces de mort, moi franchement j'espère que ça vous arrivera jamais, ça fait plaisir à personne. Aller pour faire un procès au tribunal à Paris devant une personne qui vous a menacé de viol, un autre procès contre une personne qui vous a dit qu'il allait vous saigner en vous traitant de négresse, je doute que ça fasse plaisir à quiconque, et je trouve que c'est vraiment indécent que de même envisager que je puisse me complaire dans ce statut. Je veux dire, je me passerai très très bien de ce genre d'injures, et moi j'aspire vraiment à faire mon métier en paix, et c'est malheureusement ma condition, mais rappelée à chaque fois que je prononce un mot, parce que effectivement c'est désagréable en France de voir une femme noire être digne et tenir des propos qui dérangent, qui questionnent la société, et je pense pas être une victime. Puis d'ailleurs, je pense pas entretenir le statut de victime. D'ailleurs, je pense qu'on est d'accord, vous et moi, pour dire que je suis une des rares femmes noires à être dans la position médiatique dans laquelle je suis. Et ça s'explique pas. Pour moi, ça signifie qu'il y a un problème. Et ce problème-là, je ne l'invente pas. Si je suis depuis 10 ans une des seules personnes qui débattent de manière régulière dans l'espace public français de racisme, ça veut dire qu'il y a un problème qui exclut d'autres personnes asiatiques, d'origine maghrébine, qui seraient susceptibles d'avoir les mêmes interventions que moi. Donc pour moi, c'est juste une manière de disqualifier mon propos et de refuser le débat sur le fond. Parce que moi, je suis prête à entendre énormément de choses, mais des choses qui concernent mon travail et pas une accusation d'invention, alors même que j'ai plusieurs procès en cours pour menaces de mort, des gens qui me menacent de m'envoyer au Ku Klux Klan. J'ai reçu la confirmation d'un procès qui a eu lieu récemment, donc non, je n'invente rien. D'accord. Donc pour résumer, à vos yeux, ça n'est pas un avantage d'être considéré comme une victime de la société française, mais comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est vrai que pour beaucoup, vous utilisez cela pour mieux faire passer un message. Vous souleveriez des problématiques qui semblent minimes aux yeux d'une grande partie de la société française. Je fais référence au fameux Sparadragate, dont vous avez d'ailleurs parlé dans un de vos livres, La France, tu l'aimes ou tu la fermes. C'est donc, qui était le 9e, que j'avais écrit 8 livres avant. Écrit beaucoup de livres. Donc, dans ma production quand même intellectuelle, c'est quand même, c'est arrivé dans mon 9e livre. Oui, c'est un point minime parmi de d'autres. C'est un point parmi beaucoup d'autres, et qui est un point qui a son importance, mais parmi toute la production que j'ai pu faire. Donc oui, c'est un point qui compte. Donc, vous avez pris le temps de l'écrire, donc j'imagine que c'est un point qui vous a marqué. Qui m'a marqué comme d'autres. Ça vous a... Dans mon 9e livre. Donc, je pense que dans tout ce que j'ai produit, à savoir, donc là je viens de publier mon 10e, je suis en train de réaliser mon 6e documentaire, donc je pense que j'ai réalisé des centaines de chroniques, j'ai écrit des milliers de pages. Je pense que dans tout ça, oui, consacrer 2-3 pages au fait que les pansements, et d'ailleurs c'est pas seulement Sparadragate. Ça me blesse pas du tout. En fait, c'est juste que je trouve ça curieux en fait que vous insistiez autant sur cette question-là, parce que vous avez lu l'article et vous voyez même que dans l'article, ce que je parle, c'est de ces pansements comme étant symbolique d'une invisibilisation. Et les exemples que je prends, ce sont des exemples relatifs, par exemple, au fait que le certificat d'études
professionnel qui sanctionne la capacité à exercer la fonction de coiffeur n'inclut pas tous les types de cheveux. Et je prends plusieurs exemples en fait qui démontrent en fait à quel point la société française en fait ne tient pas compte de différentes spécificités. Mais vous voyez bien que même dans cet article-là, il y a un paragraphe qui est consacré à la question du pansement. Et d'ailleurs, quand vous dites sparadragate, vous reprenez les vocabulaires des personnes qui m'ont cyberharcelé parce que j'ai osé évoquer le fait que la couleur des pansements n'était pas que je reprends de vous-même. Oui, voilà, j'ai mais vu que vous l'aviez employé. Je l'ai employé en expliquant d'où il venait. Donc, il venait de personnes qui m'avaient harcelé. J'allais justement l'expliquer. Vous m'avez juste un peu interrompu. Oui, parce que oui, non, mais je comprends que ça vous. C'est pas que ça me blesse en fait, c'est que je trouve ça curieux que pour une personne qui a produit autant, vous arrêtez un détail en me demandant. J'allais bien évidemment évoquer votre livre M'explique pas la vie, mec. Je vais parler justement. Vous avez des œuvres bien évidemment diverses, mais c'est vrai que c'est un point qui peut être révélateur, comme vous l'aviez dit sur de nombreux plateaux, de problématiques auxquelles on ne prend pas forcément le temps de s'arrêter. Donc je trouvais ça intéressant peut-être de l'évoquer. Je trouve ça intéressant aussi, mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement mes détracteurs en fait ne prennent pas le temps vraiment de prendre connaissance de l'ampleur de mon travail, s'arrêtent à des détails pour justement tenter de disqualifier l'ensemble de mon travail. Donc là par exemple, vous allez dans un studio, on enregistre un podcast, un mardi sur 2, on va enregistrer je crois le 55e. Bon, il y a quand même matière à dire sur mon travail, et le fait de revenir de manière récurrente sur cet aspect-là pour donner, en tout cas, je ne dis pas que c'est votre but, mais en tout cas, les gens qui le font pour donner le sentiment d'un combat qui se concentrerait sur un détail, alors que ce détail est révélateur de quelque chose de plus systémique que je décris dans l'article que vous citez. Je trouve que c'est révélateur, quoi. C'est justement ce que j'allais tout à fait développer avec vous. Est-ce que ce fait n'est pas révélateur d'une hystérisation du débat? Donc vous expliquiez qu'on s'attarde un peu trop sur ce détail, ce que vous considérez être un détail. Est-ce que ça montre que le débat n'est plus possible aujourd'hui? Et est-ce que ce genre de déclaration, au lieu de permettre le débat, ne l'hystérise pas? Est-ce que vous savez d'où vient le mot hystérie? Oui, c'est un mot extrêmement sexiste. Vous savez d'où ça vient? De l'utérus. De l'utérus, donc c'est un mot qui désigne une forme de folie qui serait spécifique aux femmes et qui généralement est utilisée pour montrer une espèce d'agitation qui serait strictement, spécifiquement, on va dire, féminine. Donc je pense qu'il n'y a pas d'hystérie dans le débat. Enfin, moi je trouve qu'on est en train de discuter tout à fait calmement. On n'est pas d'accord nécessairement sur tout, mais je ne vois pas quelle hystérie il peut y avoir. Après que des gens soient en colère par rapport à ce que je peux dire, à la limite c'est leur problème, mais il ne me semble pas avoir manqué de calme dans un débat. La complexité du débat. La complexité, elle existe si on prend le temps, justement, je vous dis que j'ai fait un podcast, que j'en ai fait une 50aine, si on prend le temps de les écouter, de lire ce que j'écris, il y a une complexité qui est accessible et qui existe. Maintenant, je pense qu'il faut aussi peut-être ne pas confondre les débats et les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une différence et peut-être que le fait de prendre le temps de la réflexion et de ne pas se contenter de quelques hashtags sur Twitter, de quelques polémiques qui vont à la surface, c'est peut-être aussi un moyen de faire en sorte d'apaiser le débat et de justement pouvoir confronter des points de vue de manière pondérée. Au-delà de ce discours qui serait, selon une partie de la sphère médiatique victimaire, on vous reproche également de beaucoup remettre en cause l'entité de l'homme blanc qui incarnerait cette personne privilégiée au sein de nos sociétés contemporaines. Vous utilisez un vocabulaire qui est issu d'une culture anglo-saxonne, comme white privilege, ou encore white planning, ou encore white fragility. Tout ce vocable heurte beaucoup une partie de l'opinion publique. Est-ce que vous comprenez cela? Et surtout, est-ce qu'à vos yeux, les personnes blanches devraient ressentir une sorte de responsabilité pour le racisme qui existe en France? Vous avez des statistiques sur l'opinion publique qui serait heurtée? Vous savez à quelle proportion elle est heurtée par ce vocabulaire? J'ai pas de statistiques, mais c'est quelque chose qu'on ressent tout simplement en regardant des commentaires YouTube. Et vous pensez que les commentaires YouTube, c'est vraiment une façon... Non, pas seulement les commentaires YouTube, que ce soit des articles à vos propos. On peut vous des articles de quel type d'organes de presse? Vous parlez tout à l'heure de vos détracteurs. Et si on s'appuie sur ce point-là, vous disiez que vous aviez cette impression que vos détracteurs... penser tout cela. Donc, est-ce que, à vos yeux, les Blancs devraient ressentir une forme de responsabilité pour le racisme en France? Alors, moi, je ne m'inspire pas uniquement des concepts qui ont été produits de l'autre côté de la Manche ou de l'autre côté de l'Atlantique. Mes premières références intellectuelles
antiracistes, ce sont des Français, c'est Frantz Fanon, c'est Albert Memmi, c'est Colette Guillemin. Colette Guillemin, c'est la personne qui a inventé la notion de racisé en 1972. C'est une Française, une sociologue française, mais souvent les gens, effectivement, préfèrent croire que ces concepts émanent de la sphère intellectuelle américaine notamment, donc je ne crois pas cela. Vous avez parlé, je crois, d'entité, de l'entité de l'homme blanc. C'est ça. Non, je pense qu'il n'y a pas une entité de l'homme blanc. Parce que quand on parle de une personne masculine, une personne blanche, on parle d'une position sociale. Donc ce n'est pas une entité, c'est juste une position dans la société qui fait qu'effectivement, il y a des gens qui sont dans une position où ils sont blancs, et donc c'est une construction, on va dire, historique d'une identité. Donc ce n'est pas quelque chose de génétique, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est un construit social, de la même manière que des personnes sont considérées, perçues et traitées comme non blanches. Et voilà. Et pour ce qui est de la question de la culpabilité, moi j'ai envie de citer Christiane Taubira qui, lors de la loi qu'elle a fait voter en 2001, qui reconnaît l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité, a dit la culpabilité n'est pas héréditaire et nos intentions ne sont pas de revanche. Donc il n'y a pas de question d'hérédité dans la culpabilité, simplement il y a une responsabilité qui est une responsabilité collective de reconnaître qu'il y a des inégalités et chacune doit prendre ses responsabilités. Pour qu'on avance ensemble, il faut qu'on se pose la question de comment est structurée la société et de quelle manière on peut agir pour que ça cesse. Donc je pense que ça c'est important. J'ai pu voir que cette forme de responsabilité des personnes blanches a été comparée à celle des personnes musulmanes face aux attentats terroristes faits au nom de leur religion. Est-ce que vous comprenez ce parallèle ou est-ce que c'est tout simplement un parallèle qui ne devrait pas être fait? Je ne comprends même pas en fait le parallèle. Je ne le comprends pas. Honnêtement, non, moi c'est un parallèle que j'ai pu voir suite à... Et vous le comprenez, vous? De quoi? Ce parallèle? Ce parallèle, personnellement, non, je ne le comprends pas. Après, mon but n'est pas de montrer mes idées. J'ai vu un commentaire qui disait eh bien, est-ce qu'elle pense que si on doit demander à tous les Blancs d'être responsables du racisme en France, dans ce cas-là, est-ce qu'on doit demander... En fait, pour ces personnes-là, c'est un pas d'amalgame qui devrait toucher tout le monde. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de question de culpabilité par rapport aux personnes blanches. C'est-à-dire que quand on parle des musulmans et qu'on dit et qu'on veut les associer au terrorisme, on estime que lorsqu'ils ne disent rien, ils sont implicitement solidaires. Alors que quand on parle de la question des Blancs, en fait, ce qu'on leur demande, c'est de s'interroger sur leurs conditions dans un système qui est structurellement raciste. Donc il n'y a pas une question de responsabilité, de culpabilité individuelle, simplement de s'interroger sur l'histoire et sur le fait qu'on est dans une position sociale qui est avantagée par rapport à d'autres personnes. C'est différent. Pour moi, c'est différent. Vous avez été victime récemment d'accusations de la part de... Donc là, vous reconnaissez que j'ai été victime, là. Mais après, comme je vous l'ai dit au tout début, mon but n'est pas réellement de donner mon avis, mais surtout de dire des choses qu'une partie de l'opinion publique pense. Bien sûr. Et bien, vous avez été victime de la part de Pascal Bruckner d'accusations qui a expliqué que vous avez été une partie du bras armé des terroristes suite à l'attentat dont a été victime Charlie Hebdo en 2015, parce que vous auriez signé en 2011 un texte contre le soutien de Charlie Hebdo, puisque vous n'acceptez pas en fait cette ligne éditoriale qui est celle de Charlie Hebdo. Est-ce que vous pourriez décrire cette ligne éditoriale et surtout pourquoi est-ce que vous vous opposez à cette rédaction? Non, mais en fait, moi, je commente tout simplement. Je veux dire, je ne m'oppose pas à la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est libre d'investir la ligne éditoriale qui lui convient, tout comme tout le monde est libre de la commenter. Et moi, je pense que j'ai ma liberté d'expression de considérer que tel ou tel type de production ne correspond pas à ce que je pense, ne correspond pas à l'idée que je me fais de la manière dont on doit cohabiter. Mais je n'ai pas d'opposition, au contraire, à ce que Charlie Hebdo produise ce que bon lui semble. Simplement, j'estime avoir le droit, comme beaucoup de personnes, de commenter. Je veux dire, il y a eu beaucoup de critiques à l'égard de Charlie Hebdo. Quand il y a eu cette une, par exemple, sur Stromae, qui était extrêmement violente par rapport à son père, qui avait disparu dans un génocide, les gens ont trouvé ça insensible et assez violent. Donc ça arrive régulièrement que des gens soient critiques par rapport à des unes de Charlie Hebdo. Et je pense qu'on doit quand même garder cette liberté de pouvoir être critique. Et pour autant, j'ai été, comme tout le monde, bouleversée par les attentats qui ont eu lieu en 2015, parce que là, on était vraiment dans le ressort de l'horreur, de la violence extrême qui était absolument inacceptable. Donc faire le lien entre des commentaires qu'on a pu faire dans une tribune, qu'on était quand même 20 à signer, je remarque quand même que sur les 20 personnes qui l'ont signé, je suis la seule à laquelle on le reproche depuis quasiment 10 ans maintenant, alors qu'elle était bien antérieure aux attentats. Et puis voilà, mais sur la liberté d'expression, moi je pense que à partir du moment où on est dans le cadre de la loi, on a le droit de dire
ce qui est autorisé en fait, tout simplement. J'aimerais bien justement m'attarder sur votre relation au débat, à la liberté d'expression. Sur TPMP, j'ai pu voir que vous aviez exprimé à Christine Kelly toute votre peine de la voir débattre face à Éric Zemmour lors de chroniques. Eh bien, je sais aussi que vous aviez vous-même pu avoir des débats avec Éric Zemmour. Elle débat pas, elle anime l'émission. Elle anime des émissions, mais parfois elle soulève des points critiques afin de mieux faire suivre le débat. Vous-même, vous débattiez avec Éric Zemmour, notamment en 2010. Pourquoi ne plus estimer relevant le fait de débattre avec Éric Zemmour? Est-ce que vous trouvez ça intéressant de débattre avec des personnes d'extrême droite, ou vous pensez que ça n'a pas lieu d'être? Je débat, je pense que je suis une des personnes de France qui débat le plus avec des personnes qui ne sont pas en accord avec moi. Je le fais sur LCI tous les lundis. Je l'ai fait sur RTL toutes les semaines pendant 11 ans. Je l'ai fait à la demande d'Elisabeth Lévy sur Causeur, sur Causeur TV. J'ai écrit une lettre ouverte aux lecteurs de Causeur à la demande d'Elisabeth Lévy, que je connais depuis très longtemps, avec lesquels on est d'accord à peu près sur rien. Je débat, comme vous l'avez dit dans Balance ton poste, face à Geoffroy Lejeune, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, avec lesquels on n'a pas beaucoup d'accord. Pour Christine Kelly, moi c'est plus à l'être humain que je me suis adressée. Je peux dire qu'il y a une différence entre débattre et entre le fait d'animer une émission dans laquelle une personne, de manière répétée, va tenir des propos qui peuvent nous heurter en tant que femme. Moi, je sais que je n'animerai pas une émission où une personne qui tient des propos sexistes, qui tient des propos homophobes, qui tient des propos racistes, le ferait de manière récurrente. Je n'aurais pas, humainement, cette force. Et moi, la personne à laquelle je m'adressais, c'était à l'être humain. Christine Kelly, elle estime que c'est son travail. Ouais, c'est son travail. Mais on est des êtres humains, et moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et elle dit que c'est son travail en même temps, régulièrement sur Internet. Elle dit combien elle souffre. Donc voilà, moi, c'était juste ça. J'ai quand même... Elle a dit qu'elle souffrait de manière régulière, donc moi c'est plus par rapport à ça que j'étais interpellée. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez inviter au crayon? J'aimerais bien voir Johan Sfar. Johan Sfar. Est-ce que vous pouvez présenter qui est cette Johan personne? Sfar, donc, c'est un auteur de bande dessinée, un des plus prolifiques en France, et aussi un réalisateur de cinéma, qui a notamment réalisé Gainsbourg, Vie héroïque et Le chat du rabbin. C'est aussi un ami de longue date, avec qui j'aime bien être en désaccord, et qui a vraiment la patience et la science du débat. D'accord. Merci. Qu'est-ce que vous évoque la phrase trace tes contours? Qu'est-ce que ça m'évoque? Franchement, ça m'évoque les cheveux. Parce qu'en fait, en coiffure, en coiffure, les cheveux, c'est, genre, quand on se fait les contours, c'est quand on a les cheveux très courts et qu'on fait vraiment les lignes très très bien à la tondeuse. Donc la première des choses à laquelle je pense, franchement, c'est pareil. les cheveux. Mais au-delà de ça, du coup, dans un contexte de débat intellectuel, ça veut dire imprimer sa marque, quoi. Je pense à imprimer sa marque et effectivement ne pas tenter de se fondre. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux épisodes d'Œil pour Œil. Salut, c'est encore Mariama. Merci d'avoir visionné cette vidéo en entier et n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Je tiens à rappeler que le but du format Œil pour Œil, c'est vraiment d'essayer de relever les éventuelles contradictions que peuvent comporter le discours de la personne qui se trouve face à moi, et ce peu importe mes idées ou les siennes d'ailleurs. Ceci étant dit, restez bien connectés pour la suite, pour un prochain épisode d'Œil pour Œil qui sera présenté par Antonin avec Komundir Chig traitant de la 5G. Merci beaucoup et à très bientôt.